Bonjour tout le monde, bienvenue à Pris en quarantaine, le podcast où j'apprends à connaître l'humain derrière l'exploit. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Julien Mazia du restaurant Harvey. Comment ça va, mon gars? Salut Simon-Pierre, ça va bien? Ça va Oui, bien? good, génial. Il est présentement 8 h le matin. J'espère que tu as pris ton café. Ouais, je suis en lève-tôt, là, mais oui, j'ai pris mon café déjà. Là. Ah, good, Comment? moi aussi. À 6h30, j'étais debout et j'étais là. OK, qu'est-ce que je commence avec quoi? C'est quand même un honneur de te recevoir, mon gars. Je suis vraiment content que tu aies accepté. Quand je t'ai écrit, j'étais là. C'est sûr que le gars, il est vraiment trop occupé. Puis 1 heure de ton temps, je comprends que c'est beaucoup demandé. Fait que je te remercie beaucoup. Ben, c'est un plaisir là, d'être avec toi, mais écoute, je suis un petit peu moins occupé que je l'étais avec Ah, les choses qui se passent actuellement. Et évidemment. c'est aussi le bon là, de pouvoir communiquer puis partager avec du monde. Ah, c'est tant mieux. Je suis vraiment content que tu apprécies. Et avant de commencer, je vais juste faire un petit topo un peu de ton parcours. Tu es lyonnais, tu viens de France, à Lyon. Tu as étudié à l'école hôtelière de Savoie-Léman. Euh, Quand tu es arrivé au Québec, tu as travaillé au restaurant L'Initiale, restaurant L'Utopie, le Laurie Raphaël. Si je ne me trompe pas, c'est la première fois que tu étais chef dans un restaurant. C'était le Laurie Raphaël, c'est ça? Tu es quand même bien renseigné, hein, pour... Ah. Je fais mes recherches. Et ça a l'air de rien, mais il y a quand même un peu de recherche après ça. Puis le Bistrot B, en fait, Cercle de Garnison de Québec, Bistrot B et ensuite le Harvey Restaurant. En 15 ans de restauration, mon gars, tu as un méchant parcours derrière la cravate. Comment la cuisine est arrivée dans ta vie? En tout cas, tu m'impressionnes. On dirait que je t'ai envoyé mon CV hier. Euh, En fait, j'ai pas vraiment de mérite, là. J'ai ton Facebook devant moi Ah, OK, et tu tu les as t'écris. tous énumérés. Puis après ça, j'ai fait mes recherches avec tous les articles qu'il y avait sur le Harvey et des petits. C'est ça. Fait que j'ai fait ma petite recherche. Mais ben, oui, écoute, comment c'est arrivé? Je te dirais, on dirait que ça a toujours été là. C'est drôle parce qu'on a vu un vieux bulletin scolaire où je devais avoir peut-être 10 ans. J'ai plus mémoire de ça, mais c'est ma mère qui disait que quand j'étais jeune, j'avais dit que qu'est-ce que je voulais faire avec des termes d'enfant, c'était faire restaurant. Je voulais faire un restaurant. Puis, Ah, ben, c'est écoute, capoté. ouais, c'est assez capoté. Ça a pris presque une trentaine d'années avant d'en avoir un de restaurant, parce que ça tombe Ben, pas du ciel. ben là, t'as quel âge aujourd'hui? Tu dois avoir à peu près ça, là. C'est ça, là, j'ai 36 ans. OK. Je vais bientôt avoir 37 là, dans peu de temps. Écoute, j'ai toujours voulu faire de la cuisine, aller à l'école hôtelière. Pas forcément, comme tout le monde va dire, parce que ma grand-mère cuisinait ou toutes ces Ouais, ouais, affaires-là. ouais, 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 ouais. Je ne rentrerai pas dans le cliché, mais j'ai toujours cette passion et cette envie, en fait, aussi de partage au travers de la cuisine. Et naturellement, ben, je suis allé faire l'école hôtelière à Thonon-les-Bains, comme tu disais. Donc, ça, c'est proche de Genève. C'est dans la Haute-Savoie. Donc, je suis un peu sorti de l'environnement qui est le Rhône-Alpes, proche de Lyon, pour aller proche de la Savoie, où est un peu aussi l'histoire du restaurant. C'est fou, ça. C'est parce que là, tu me parles, puis on dirait que j'ai un peu un futur Massimo Bottura devant moi, là, pourquoi pas. Je me souviens dans une des émissions de Chef's Table, il disait, moi, j'étais en dessous de la table, et là, ma grand-mère cuisinait les tortellini, puis là, c'est de même que j'ai commencé à triper sur la cuisine, puis à savoir que c'était ça que je voulais faire de ma vie. Puis c'est quand même fascinant parce que c'est rare les gens qui se décide à un jeune âge de faire un métier X, puis aujourd'hui, tu es encore dans le domaine de la cuisine. Moi, je pense à moi, exemple. Là, j'ai commencé, je voulais être pompier, astronaute et ainsi de suite. Puis là, tu vois, aujourd'hui, je me ramasse à faire des podcasts. Fait que suivre le même parcours, je trouve ça fascinant. Good job à toi. Puis aujourd'hui, tu as ton resto et tout. Comment je pourrais dire, tes débuts en restauration? En fait, quand tu es arrivé au Québec, pourquoi est-ce que tu as choisi le Québec? Ça, c'est une question je me posais. Est-ce que c'est parce que
la France est pris dans un genre de moule culinaire et là, tu t'es dit, moi, j'ai envie de venir au Québec puis essayer quelque chose d'autre? Ben, pourquoi je suis venu, il y a quand même beaucoup de raisons. Ben, il y en a peut-être trois, je dirais, mais la première, c'est vraiment, ma famille a toujours voyagé. En fait, ma mère et puis mon beau-père travaillait dans les travaux publics qu'on appelle, puis ils avaient des contrats. Fait qu'on partait 3 ans au Chili, on partait 3 ans à l'île Maurice. Quand j'étais jeune, j'ai toujours voyagé, que ce soit en Algérie, en Irak et à plein d'endroits. Donc, on dirait que, tu sais, au fond de moi, il y a comme eu un moment où je me suis dit, OK, let's go, c'est à mon tour de partir, puis d'aller faire ma vie peut-être ailleurs, de voyager moi, de mes propres ailes. Ça, c'est vraiment la première raison. Il y a une deuxième raison qui est assez courte et assez rapide. Je suis très poche en anglais. Fait que vraiment poche. Fait que la barrière de la langue, puis le Québec, c'était assez facile et assez évident pour moi pour partir loin et pouvoir parler français. Et la troisième, c'est un peu qu'est-ce que tu dis, tu sais, la restauration. La restauration en France, puis avec tout le respect que j'ai de la cuisine, c'est là où j'ai appris, est quand même très hiérarchisée. Pour grimper les échelons, oui, tu vas les grimper, mais ça prend du temps. Et puis, c'était le moment pour moi, je pense, de découvrir une autre restauration. Je veux dire, quand je suis parti, je cherchais peut-être pas à découvrir la restauration, mais plus la cuisine. Maintenant, j'ai un œil plus large autour de ça. Mais vraiment, de voir quelque chose de nouveau au travers de mon métier. OK. Ben, c'est ça, parce que moi, j'imagine la cuisine française comme étant, comme tu dis, hyper hiérarchisée, mais pris dans des traditions. Est-ce que quand tu es arrivé au Québec, tu as comme vu une ouverture? Est-ce qu'on est un peu différent en termes de cuisine que la France? Ben moi, il y a un truc que j'aime beaucoup parler, c'est il y a la tradition, puis comment dire, l'aspect de qu'est-ce que t'es dans tout le processus au niveau de la restauration ou de la cuisine. C'est en France, en ce moment, on est plus dans la sauvegarde des produits. Parce que oui, il y a des produits exceptionnels, il y a un savoir-faire, il y a des choses qui sont exceptionnelles. Donc, on est dans la sauvegarde, dans le protectionnisme, tandis que au Québec, on est dans une position où on crée encore, on n'est pas dans la sauvegarde, on crée les produits, on crée l'avenir de nos producteurs, puis de la restauration, de ce qu'on est. Fait que je trouve que la position est vraiment plus intéressante et c'est le fun d'avancer et d'évoluer. Pas qu'en France, on n'évolue plus, mais on cherche plutôt à protéger certaines choses parce que ça devient un environnement un petit peu difficile. Et là, ben, écoute, je veux dire, les produits d'il y a 20 ans du Québec et de maintenant, ça a explosé dans le vin, dans les alcools, Clairement. dans tout. Donc, c'est vraiment, je trouve que la position, elle est fun ici. Ah ouais. C'est particulier parce que je trouve que, tu vois, moi, venant de Québec, puis là, vu que je suis pas quelqu'un qui vient de la restauration, j'ai toujours trouvé que à l'époque, là, aujourd'hui, c'est un peu moins, mais je trouvais qu'on avait semi une identité culinaire, peut-être parce que je m'y connais un peu moins, puis j'étais moins un peu dans le monde de la cuisine, quoique je ne le suis pas encore aujourd'hui, mais on apprend à apprécier avec ça. Puis là, tu es en train de me dire qu'il y a une belle vague au Québec, tant dans les produits que dans les vins, que dans la production de bouffe. Puis on le voit, fait que ça, c'est le fun de savoir que là, on commence à avoir une belle identité au Québec. C'est plaisant, ça, de savoir ça. Puis ça doit être le Mais fun pour toi d'évoluer dans ce monde-là. Là. Mais je pense, là, je parle si on parle d'identité, il y a une identité dans la cuisine au Québec qui est, oui, bien sûr, différent de ce qu'il y a en France. Les cultures de la bouffe sont vraiment différentes. Et puis, ce que les gens aiment aussi. Puis, c'est important, je pense que c'est important en tant qu'immigrant aussi, quand tu viens dans notre pays, de t'adapter puis comprendre. Parce que ça ne sert à rien d'être comment dire, les deux pieds en avant et puis dire, OK, moi, je connais tout, je viens de la France, j'ai fait de la cuisine. Ça ne marche pas de même, là, c'est pas vrai. Là. Ici, là, il y a 5 mois où il fait beau et puis Ouais. les légumes, ils arrivent 4 mois après les autres quasiment.
Fait que, tu sais, c'est important d'apprendre, tu sais, d'apprendre les saisons, d'apprendre les gens, les conservations, tu sais, pour pouvoir avoir du plaisir quand Ben c'est oui, clairement. quand c'est le mois de janvier, quand c'est plus difficile. Donc, tu sais, c'est un processus. Puis, tu sais, l'identité, puis les jeunes qui sont en arrière, là, qui poussent, les jeunes chefs, il y a des jeunes entreprises, tu sais, il y en a qui ont travaillé fort pour qu'est-ce qu'on fait maintenant. Tu sais, les méthodes d'approvisionnement, tu sais, il y a beaucoup de choses en arrière de ça. Nous, on récolte les fruits, puis on continue de les faire pousser, là. C'est malade. Tu as parlé de méthode de conservation. Vu qu'on reste dans un endroit où on a les 4 saisons, j'imagine que c'est primordial de travailler avec les méthodes de conservation. Je pense à une photo que tu as mise sur Internet. C'était des truffes enrobées de cire d'abeille, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est Ça, ça. c'est une méthode de préservation parce que justement, des truffes, j'imagine qu'on ne peut pas en avoir à longueur d'année, puis j'imagine qu'on n'en fait même pas pousser au Québec. Peut-être que je me trompe, mais il faut que tu les préserves d'une certaine façon pour avoir une fraîcheur. Ça doit être assez difficile à trouver des méthodes de travail avec toutes ces 4 saisons-là. Tabarouette, ça commence à être du stock, là. Ben oui, ça, c'est plus un trip parce que financièrement, ça allait bien là, pour conserver des truffes parce que OK, ouais. ça faisait longtemps, C'est pas donné. en effet, c'est pas donné, ça faisait longtemps qu'on voulait essayer ça, mais on ne sait même pas si ça va vraiment marcher. Mais oui, tu sais, il faut penser à qu'est-ce qu'on pourrait conserver pour le ressortir plus tard. Donc, tu sais, il y a une période aussi, c'est plus ou moins difficile, tout dépendant des entreprises, parce que évidemment, tu sais, ça prend un moyen financier d'acheter à une certaine période et de stocker. La première année, tu sais, au restaurant, on n'a pas eu vraiment la chance de le faire. Là, cette année, on va peut-être avoir la chance et encore, on ne le sait pas trop. Mais tu On sais, l'espère. on l'espère. Mais oui, c'est vraiment important parce qu'il y a vraiment une faille à un moment donné, là, au mois de février, mars, où il n'y a presque plus rien si tu veux continuer à travailler des produits du Québec. Maintenant, on ne se voilera pas la face. Là. Nous, on n'est pas à 100% dans les produits du Québec. On utilise la truffe, on ne veut pas non plus. Il y en a d'autres qui le font, mais l'important, c'est oui, de trouver des moyens de conservation pour essayer d'acheter un peu plus local et puis perdurer le produit du Québec. Intéressant. On va revenir un peu à ton parcours. Quand tu es arrivé, quand tu as commencé à travailler au Québec, c'est quoi les différences que tu as vues entre... Est-ce que tu as travaillé en France comme chef ou comme restaurateur? Non, jamais comme chef. J'ai fait des restaurants où j'étais plus, mettons, commis. Après, comme je te dis, c'est très hiérarchisé, là, Ouais, chef ouais, de ouais, ouais, ouais. partie, etc. Puis quand tu es arrivé ici, est-ce que dès le départ, tu as vu la différence ou tu es arrivé dans des restaurants où il y avait un peu de hiérarchie, puis là, après ça, tu as fait ton chemin vers des restos qui étaient plus ouverts d'esprit, mettons? Je suis arrivé à l'initiale, fait que je suis arrivé dans la cuisine la plus Ouais, hein? hiérarchique et la plus française qu'on a au Québec. Je me suis super bien entendu avec Yvan, et puis tout ce qu'il y avait en arrière là, de Yvan le tyran, méchant en cuisine, pantoute. Là, pour moi, là, c'était pas les vacances, mais c'était assez normal. Et puis, je connaissais toute cette hiérarchie et ce qui se passait dans ce genre de cuisine. Mais je ne suis pas resté si longtemps que ça. Après 6 mois, pour moi, c'était comme en France. Fait que, je n'ai Ah pas ouais. cherché ça. Donc, je suis allé. OK. Ouais, ça ressemblait vraiment à ce style un peu de cuisine en France, où il y a vraiment des postes, où c'est assez hiérarchique. Donc, j'ai décidé juste de changer de sphère. Puis là, je suis arrivé à l'Utopie, où c'était vraiment un monde complètement parallèle à ce que j'étais, puisqu'avec Stéphane Moda, qui est très, très flyé, là, on s'entend que c'était vraiment d'autres choses. Puis là, je dirais qu'on pourrait dire que j'ai vécu mon Québec de restauration. Ah ouais. Aïe, Ouais. aïe, avec Stéphane Moda, ça devait être intéressant de travailler avec lui avant qu'il soit au château. Puis j'imagine qu'il était assez populaire, mais là, avec les chefs et tout, là, il a explosé. Puis à titre informatif, est-ce que la sévérité dans le monde de la cuisine, tu disais tantôt, là, il y a des gens qui peuvent être, avoir une réputation de plus sévère. Est-ce qu'il y a vraiment une sévérité dans les cuisines où est-ce que le chef il peut être raide puis difficile? Moi, j'en ai vu des très raides en Ah France. ouais, c'est Au fou Québec, ça. on dit que moi, je suis raide et sévère, mais j'ai changé avec le temps.
Ah, écoute, la personne que j'ai devant moi, je peux te confirmer que tu n'as pas l'air raide et sévère. C'est sûr que dans le milieu du travail, ça peut peut-être être différent. Mais Non, mais je tu as l'air dirais bien smooth. comment dire, oui, il y a des chefs qui sont plus difficiles que d'autres. Après, moi, j'ai dû l'être aussi parce que j'étais un peu con, si je peux me permettre. Et avec le temps, on évolue, puis on réfléchit aussi qu'il y a des choses qui servent à rien. Et je pense que maintenant, je suis quelqu'un de juste Mhm. par rapport à qu'est-ce qu'on fait, puis aussi à la rigueur qu'on a de ce qu'on doit rendre au client. Le client, il attend quelque chose, fait qu'il faut aussi être là. Faut être juste avec tout le monde, puis faut être juste aussi avec ce qu'on vend, puis ce qu'on donne aux clients. Donc oui, je suis assez rigoureux pour moi-même, mais aussi pour les autres dans le travail qu'on fait. Et en effet, j'en ai vu des chefs là, gueuler, je veux dire, j'ai vu Fou, raide. des cuisiniers passer 6 heures dans une cuisine puis s'en aller. Je veux dire, Ouf. même laisser leur couteau parce qu'ils avaient peur de revenir les chercher. Donc, Voyons. oui, j'en ai vu des pas mal. Oh J'en ai vu boy. des pas mal. Mais Aïe, aïe, ok, je ok. pense, je pense que ça évolue aussi avec la jeune génération. Et puis Clairement. aussi que c'est fini, là, on peut pas avoir une restauration comme ça aussi difficile et puis de torsionnaire, là, si on peut parler. Je pense aussi qu'à un moment donné, on apprend à gérer les employés, puis on apprend à connaître l'humain qui travaille pour nous, puis à un moment donné, on est tous sur le, tu sais, on est une équipe, là, tu sais, fait que ça vient avec une gestion d'employés aussi, là, tu sais. Ah, c'est clair, mais quand tu deviens chef jeune, qu'on va te Mhm. donner les rênes, mettons, à, je sais pas, 25 ans, 26 ans, la notion d'employé, de gestion d'employé, tu l'as pas vraiment. Tu as peut-être un talent de cuisine, puis Exact. de diriger un peu le staff, mais des fois, la manière, c'est pas écrit dans les livres, là. Tu l'apprends avec le temps. Puis toi, tu es arrivé chef à quel âge exactement? Écoute, les âges et les temps, là, des fois, c'est un peu C'est un peu difficile, plus mais tough. bon, c'est un peu plus tough, mais je pense que j'avais 26 ans quand j'ai eu mon premier poste au Laurie Raphaël. Hey, Donc, c'était quand même un sacré dossier là, c'est jeune, d'arriver. puis ça doit être une énorme pression, surtout dans un restaurant qui est aussi bien réputé à Québec. Puis là, tu arrives, tu as les reines justement du Laurier Raphaël. Comment tu te sentais quand tu as eu ce poste-là? Je me sentais fou. Non, Ah, mais man, je veux dire, j'imagine. j'étais. Je sais pas, je pense que je me rendais même pas compte. Avec du recul, maintenant, je me dis, oh my God, c'est vrai, tu sais, j'étais quand même leur. J'ai jamais trop aimé me faire appeler chef là, en passant, là, tu Mhm. sais, mais euh, c'était vraiment, vraiment, vraiment quand même gros là, d'être au Laurie Raphaël. Il y avait pour la première fois, tu sais, je dirais quasiment on était une dizaine de cuisiniers, donc c'est quand même beaucoup de monde à gérer. Ouais, c'est beaucoup. Tu as quand même des rendus, tu as des attentes des clients parce que c'est le Laurie, mais la pression, je ne sentais pas vraiment ça. Je croyais, j'ai toujours cru en moi quand même. Et puis autour Mhm. de moi, j'ai eu vraiment une belle équipe avec qui travailler. Et surtout, je pense que c'est ça qui aide. C'est les gens qui sont autour de toi, qui t'entourent. Parce que de toute façon, au final, là, tu ne cuisineras pas tout seul. Puis, comme on dit, tu n'iras pas au bat tout seul. Tu n'y arriveras pas. Là. Clairement, clairement. Après ça, est arrivé le bistrot B. Le bistrot B, tu étais chef et non copropriétaire, si je ne me trompe pas. Hein? Tu étais simplement chef là-bas? Exact. Ben, je pense que mon changement vraiment de direction et puis Mhm. d'ouverture d'esprit, c'est le bistrot B. C'est clairement Ah ouais, pourquoi? Parce que toute ma vie, j'ai fait de la restauration gastronomique. Tout le temps, OK. tout le temps, tout le temps. Donc, à un moment donné, on dirait que tu as des œillères sur cette vision que tu as de la gastronomie, le visuel. On dirait que des fois, tu te mets un peu moins dans la peau du client. Tu penses beaucoup à ton plat, à ce que c'est visuellement, ce que ça goûte. Mhm. Et le bistrot B, entre autres, pour faire, les gens appellent ça de la bistronomie, ou en tout cas du bistrot, peu importe, on dirait que ça va ramener l'essence même du partage et puis des choses réconfortantes, la nourriture réconfortante. Tes amis peuvent venir manger. Tu sais, mes amis, ils venaient pas tous les jours au Laurie Raphaël, là, on Mais s'entend. non, Là. clairement. Là. Puis, tu sais, toi, t'es-tu déjà allé au Laurie Raphaël?
Je suis jamais allé au Laurier Raphaël. Étonnamment, j'ai fait la majorité des restaurants un petit peu plus haut de gamme. Tu sais, je veux dire, j'aime essayer. Je suis je suis pas un foodie, mais j'aime essayer puis j'apprécie la bonne bouffe. Mais je suis jamais allé au Laurier Raphaël. C'est pas à donner encore. J'imagine que tu me le recommandes. Ouais, c'est sûr, je le recommande certains, mais ce que je voulais dire là-dedans, c'est que ben, tes amis, ils iront plus au Bistrot B qu'au Laurier Raphaël. Fait qu'on C'est sûr que dirait c'est plus notre âge, là. Exact. On dirait que d'un coup, je retrouvais pas le goût de cuisiner, mais peut-être quasiment. J'étais mis dans une nouvelle situation que je connaissais pas, faire des plats différents, un peu moins sur le visuel, un peu plus sur le goût. Donc, ça a été un peu une redécouverte, je te dirais aussi au niveau de la cuisine et puis de l'aspect humain en tant que tel. Et quand on parle de Julien Mazia, ses inspirations en tant que cuisinier, tu dirais qui? Ou peut-être même pas en tant que cuisinier, peut-être que tu es un gars qui tripe sur la musique. Je sais que tu es DJ aussi, mais tu sais, ça peut peut-être tout se mélanger là-dedans. Des fois, la musique, ça engendre des nouvelles saveurs. C'est qui tes inspirations? Inspiration, moi, l'inspiration, elle vient beaucoup des produits. Tu sais, des produits, on va avoir un produit et c'est ça qui m'inspire pour avancer et créer. C'est vraiment ça mon inspiration. Après, il y a des gens qui m'ont inspiré dans mon parcours. Je pense à des gens quand j'étais vraiment jeune là, en France qui m'ont beaucoup inspiré. Mais sinon, moi, ce que j'aime, là, c'est vraiment le produit et travailler avec trois produits. C'est trois équilibres de saveurs. C'est ça. Okay. Pourquoi trois? Je sais pas. c'est juste trois saveurs. Non, mais des fois, il y en a un peu plus. Mais je veux dire, travailler trois produits qui vont quand même se marier le mieux ensemble. Et le but, c'est pas de picorer chacun. Oui, ils sont bons, mais le but, c'est vraiment l'ensemble de ces trois et l'équilibre de ces produits. Je dis trois, mais souvent, on met l'emphase sur trois. Des fois, il y en a un petit peu plus, mais on ne va pas y aller dans quelque chose de complexe où il y a 10, 15 saveurs différentes. Des fois, il y a des plats où il va y avoir un des produits où il n'y a même pas de sel parce que l'autre va compenser. C'est un peu dans cette idée-là. Et c'est la saison là, qui guide, qui est inspirante là-dedans. Mais je ne sais pas vraiment, tout le monde dit ça vient d'où quand tu marches dans la forêt ou quoi que ce soit. Moi, il y a un produit qui arrive, ça me pop au cerveau et puis là, ça me fait partir là-dedans. Fait que, mettons, la canneberge en ce moment est forte, tu vas peut-être faire un produit avec la canneberge. Ou sinon, X ou X produit est fort, là, ça t'intrigue, puis go, tu le fais. C'est vraiment l'inspiration du produit, c'est intéressant. Tu vois, je n'avais même pas pensé en tant que chef que tu pouvais, le produit en soi, brut, pouvait t'inspirer. C'est quand même très logique. Moi, je pense toujours à des gens qui peuvent t'inspirer ou de la musique, parce que moi, c'est ce qui m'inspire. Mais quand ça vient à la bouffe, j'avoue que le produit présent devant toi peut t'inspirer. Est-ce que, tantôt, je disais la musique, puis là, on va sauter du coq à l'âne, mais ça m'intéresse. T'es-tu un amateur de reggae, par hasard? Ah, j'ai toujours baigné, j'ai toujours aimé la musique. Je te dirais plus quand j'étais jeune dans le rap français, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, j'habitais proche de la région genevoise, donc à côté de Genève, quand j'étais en Haute-Savoie. Et je sortais beaucoup dans un endroit qui s'appelle l'Usine, qui est encore, qui existe encore. C'est comme un peu une zone un peu désaffectée de squat qui est au milieu du quartier des banques à Genève. Donc, dans cet endroit-là, il y avait 3-4 squats et l'Usine, qui est vraiment une salle de spectacle, je dirais, incontournable, qui est rendue internationale. Et là-bas, on allait voir des shows tout le temps. Et je me suis mis à aimer le reggae, mais plutôt au sens large du terme. Là, le reggae, pour tout le monde, c'est Bob Marley, là, mais on va aller plus loin. C'est le reggae, le dancehall. Rocksteady. Tout ce qu'il y a, l'attrait du dub et tout ça. Et j'ai toujours aimé ça. J'allais aux soirées, on appelle ça les sound systems. Donc, où il y a des murs de son, et puis un DJ, puis un gars qui anime. Et en arrivant au Québec, j'ai parti un sound system.
avec un ami que j'ai rencontré. Et, c'est malade, ça. Ouais, c'est vraiment... tu sais, j'avais aucun disque, rien du tout. J'avais jamais fait de musique. Et j'ai parti ça. Puis c'est ça. Ça a quand même... nos Ça a affaires, ça a levé levé. quand même. Ouais, on a fait des shows pour le festival d'été. Quand même, ça a été, il y a eu des très bons shows. Et on a monté notre propre mur de son, si on peut appeler ça. Ouais. Et Avec des voilà. caisses de son et... Ah ouais, fait que Comme, t'as fait des shows pour le festival d'été aussi avec c'est CHX Sound System. Moi, je vous connaissais, moi, tu sais, je savais pas que c'était toi qui était derrière ça. Mais là, quand j'ai vu que t'avais, tu sais, c'était du dub, ça, hein? C'est du dub. ouais, on a joué beaucoup au sous-sol du Cercle. On faisait les soirées on a fait ça pendant 2 ans, là, les soirées Basseville. Là, c'était vraiment fou parce qu'on avait notre kit de son qui était au Cercle dans le sous-sol. Et c'était Ah, un c'est beau moment. malade. Ouais. Ah, c'est hot. Hein? Le cercle, je m'ennuie de ça. C'était une belle plaque tournante culturelle. Puis, tu sais, justement, des groupes comme toi qui, aujourd'hui, euh, j'en vois moins passer, mais le cercle avait tendance à faire des belles soirées dans ce genre-là. C'était intéressant. Tu me disais que tu avais joué au festival d'été. Tu avais joué avant des groupes ou tu avais fait des soirées plus tard, tu sais, comme les nuits CHX Sound System, puis tu finissais à 3 heures du matin ou c'était vraiment avant des groupes? Non, c'était vraiment le après, OK. les après-festivals. Sinon, qu'est-ce qu'on faisait de gros? Ah oui, on a fait la Saint-Jean pendant 5 ans, mais dehors. Ah ouais. À Limoilou, dans le parc quartier Brébeuf. Fait que la première fois qu'on l'a fait, là, c'est quand même drôle parce qu'il y a un ami qui habitait proche du parc quartier Brébeuf. Et puis, on n'avait pas de permis, rien. Dans ce temps-là, on avait juste 4-5 caisses de son. C'était les débuts de CHX. Et on est allé se plugger dans la maison de la ville avec, Je te vois avec déjà les, venir. oh oui, avec les rallonges, on s'est mis dans le parc avec des bâches et on a joué pendant, je sais pas, peut-être 6-8 heures dans le parc. Et Aïe, aïe. à minuit, la police a fini par débarquer, nous dire de partir. Pas de ticket, Oh my rien, ça a God. été très, très correct. Et suite à ça, on a perduré, mais après avec des permis et puis avec d'autres organismes. Ah ouais. Oh, Fait que, tu sais, fait que Julien Mazia, c'est pas juste un chef, c'est quand même un musicien aguerri. C'est quand même malade, là. C'est un côté qu'on savait pas. C'est hot. ah, c'est pour ça que la playlist de Harvey, les gens l'apprécient, je pense. Ah ouais, c'est vrai? Ah, regarde, tu vois. Mais je vais te dire une affaire. Là, maintenant qu'on parle du Harvey, on peut peut-être y aller. Moi, j'étais allé à ton restaurant, mais on va te dire, ça a été une dure soirée. Ouf. Je suis C'est quand ça? rentré, je suis rentré chez nous, puis j'étais croche un peu. Fait que mais j'ai eu du fun, mon gars. Puis, c'est que j'ai trippé. C'était pour le 30e d'une de mes amies. Je pense que j'ai une belle vidéo de toi Ah, qui danse sur à la claire. t'es pas. Ah oui, mais ça, c'est clairement moi. OK, fait que tu t'en souviens. Puis, ce que j'ai trouvé particulier, c'est que c'est vrai. J'ai pas vu ça comme ça, moi, quand je suis rentré dans le restaurant, mais ça m'a frappé de tout vous voir travailler sans mur. Parce qu'on le sait que la Harvey, c'est ça. Vous avez enlevé les murs, puis c'est à air ouverte, et un vrai air ouverte, là. Mais moi, je n'avais pas vu ça comme ça, vu que, comme je te dis, je ne suis pas nécessairement un foodie, puis je ne suis pas quelqu'un qui est gros dans la cuisine, mais j'apprécie. Puis je me souviens m'être dit, mais qu'est-ce qu'ils font à l'extérieur comme ça, à monter les plats là? Puis ça m'a marqué. Puis là, aujourd'hui, en lisant davantage, ben, c'est vraiment le concept derrière le Harvey. Comment est-ce que tu en es venu à ce concept-là? Pourquoi ce concept-là? Euh, Tout le bagage de restauration a fait d'arriver à ça. Et après, euh, on a beaucoup parlé avec François. C'est pas fait dans un coin de table, là, le Harvey. Là. Ça a pris Mhm. peut-être entre le jour de l'ouverture et puis de quand t'en parles et quand tu commences, ça a pris 2 ans au moins. Et Quand même. c'est ouais quand même. Donc c'était vraiment de pouvoir aller au bout des choses en fait. Pour moi, c'était le faire puis le partager et aussi de tout faire. C'est-à-dire que c'est pas juste de le donner aux gens. À la fin, ben, il faut ranger ensemble, arriver ensemble, partir ensemble, d'avoir tout le processus avec une seule équipe. Parce que je pense que c'est comme ça que tu es capable de mieux le vendre et mieux le partager aux clients
et le mieux le ressentir aussi. T'sais. Je veux dire, même si dans l'équipe, il y a quelqu'un qui n'a jamais fait de cuisine, si toute la journée, il est avec nous, puis même s'il est moins efficace qu'un cuisinier normal, eh ben, écoute, il aura vu comment c'était long et comme peut-être qu'il aura il aurait vu la complexité des choses. Quand il va le servir au client, il ne servira pas de la même façon. C'est sûr que non. Puis à l'inverse, un cuisinier, qui va devoir servir du vin, il va bien comprendre là que c'est pas si facile que ça servir du vin. Fait qu'il va devoir travailler, puis l'apprendre, puis après, il va sûrement aimer ça, le partager. C'est sûr que ça peut être frustrant au début, quand on va te demander de faire un autre métier. Mais en même temps, si tu le choisis d'être au Harvey, tu vas faire comme un autre métier. Tu ne le feras peut-être jamais aussi bien que ton propre métier. Absolument. Mais au moins, c'est de plonger là-dedans. Et c'est comme plus une vision de restauration. Et puis, ça donne une appartenance aussi au monde avec qui tu travailles. Tu te sens vraiment embarqué dans l'entreprise et là-dedans. Clairement. Mais c'était d'avoir une seule équipe qui faisait tout. Là. Ça, c'était vraiment l'idée de départ. Avez-vous eu, parce que comme je disais, là, il n'y a pas de mur, c'est vous cuisinez devant tout le monde. J'imagine, moi, quand on était chez vous et là, le party est pogné, est-ce que vous avez de la difficulté des fois à gérer les gens qui se promènent autour de vous autres ou vraiment vous êtes capable de délimiter malgré le fait qu'il n'y a pas de mur? Vous, c'était un des premiers gros parties où c'était privatisé. Non, tu sais, de ce côté-là, on n'a pas de problème parce que je te dirais en plus dans la gang, il y en a qui sont capables dans notre équipe là, de faire le party comme vous. Il n'y en a pas de problème. Fait que gérer ça, là, il n'y en a pas vraiment. Les gars sont habitués et puis il y en a même qui ont un bagage de bar, fait qu'ils ont déjà vu ça. Je dirais plus que ça ne dérange pas, c'est le fun. Parce que c'est comme si tu es chez nous. Après, quand tu vas chez un ami, tu as toujours une limite de qu'est-ce que tu vas faire. Fait que les gens qui sont là ont aussi une limite, puis ils comprennent la limite. Puis pour nous, c'est que tout le monde ait du fun. Et c'est encore une fois une histoire de partage, puis d'être avec nous. Fait au final, c'est ça qu'on veut. Je ne me rappelle plus le nom de la fêtée, mais à un moment donné, elles ont dansé sur la table. Puis je veux dire, pourquoi on aurait dit non? De toute façon, au début du projet, François, là, mon associé, il avait dit, il y avait le gars de la construction, il dit, tu sais, ce comptoir-là, là, si on le fait, la seule chose qui est importante, c'est qu'on peut danser à 3 là-dessus. Sinon, c'est pas la peine de le construire. OK, ben c'est bon à savoir. Ça. on le savait très bien qu'un jour, ça serait arrivé. Ben, c'est un peu j'imagine que, comme tu dis, c'est le fun. Puis quand un party lève comme ça, et là, c'est là que tu le sais que les gens ont du fun. Moi, c'est gravé. Là, j'ai adoré ma soirée. Puis d'ailleurs, entre autres de ça, là, on a eu une liberté. Puis vous étiez avec nous. Vous nous avez servi toute la soirée. Vous étiez des chums pendant la soirée. Puis c'était magnifique à voir. Oui, vas-y. Il y a vraiment un truc, j'ai oublié de te dire, mais c'était aussi d'amener un côté humain à ce type de restauration-là. Parce que souvent, sans prétention, parce que moi, écoute, on fait à manger, comme on dit, on ne sauve pas des vies, là, on fait à manger. Mais c'est juste que, on essaie de le faire bien, dans d'une certaine manière, et puis on veut l'amener, humainement parlant, plus loin. Pas juste, porter des assiettes ou dire un discours très rectiligne. Comme tu dis, on était des chums ce soir, mais on reste, on n'est pas un bistrot où les gens vont se dire ah, c'est super convivial, mais au final, tu as eu vraiment du fun. Et puis, tout l'aspect guindé où les gens pensent que c'est clinquant au Harvey, au final, pas du tout, parce que c'est pas ça qu'on est. Et là, ça y est, on commence à avoir cette identité-là, et c'est ça qu'on voulait, c'est amener ce côté humain à cette restauration-là. Ben, en tout cas, vous avez réussi. Nous autres, vous étiez avec nous toute la soirée, puis à un moment donné, vous nous ramenez à l'ordre. Hey, gang, on sert ce vin-là. Voici ce qu'on vous donne, voici ce que vous mangez. Puis après ça, ben, vous retombiez avec nous, puis la soirée continuait. C'était capoté.
J'ai rien à dire. Franchement, c'était vraiment le fun. C'était vraiment, vraiment le fun. Quand ça vient à votre équipe, comment tu choisis ton équipe? C'est quoi le processus derrière choisir une équipe? C'est-tu le CV? C'est-tu l'humain? C'est-tu un peu de tout? Je te dirais que c'est pas mal l'humain. C'est pas mal l'humain. Au départ, c'est sûr que ça prend aussi des CV puis des gens que tu connais. Tu sais, on a parti le Harvey avec beaucoup de monde qu'on connaissait. Ils sont vraiment pas tous restés parce que entre ce qu'ils pensaient que ça allait être et servir cuisiner, c'est clairement pas fait pour tout le monde. Mais en même temps, tant que ça, hein? C'est sûr que ça c'est clairement pas fait. Même si tu as un CV qui fait 6 pages là, de cuisine, ça ne veut pas dire que tu vas être capable de servir du monde. Donc, au final, il y a eu un tri, les gens sont partis, et puis c'est correct, ça prenait ces gens-là pour nous lancer, des gens qu'on connaissait, parce qu'il y avait beaucoup de choses à mettre en place. Et puis, il y a juste Guillaume qui est là depuis le début, en fait, qui est comme mon bras droit, mon sous-chef, tout là, je veux dire, je lui donne même pas de titre parce que, quand je suis pas là, c'est lui qui gère. C'est comme s'il était propriétaire et qui gérait, mais c'est vraiment, oui, il faut avoir un bagage un petit peu. Il faut que tu aies une force. Il faut que tu en aies une. C'est ça le plus important. Il faut que tu sois capable d'amener quelque chose, c'est-à-dire du bar, de la cuisine, du service. Il faut que tu amènes de l'eau au moulin. Puis nous, on va t'amener le reste. Après, il y en a qui ne sont pas restés longtemps parce que ce n'était pas fait pour eux, encore une fois. Et écoute, le Harvey, c'est pas 15 jours où tu commences à savoir quoi faire et te placer. Ouais. C'est 2 mois minimum. Et puis, la première semaine est quand même assez difficile. Puis, je veux pas mettre ça, je veux pas dire ça et puis que les gens disent « Ah non, on ne peut pas aller au Harvey. » L'important, c'est de persévérer puis d'aller par étapes, chaque jour à la fois. Mais tu pourras jamais savoir toute la carte des vins si tu es cuisinier en une semaine. C'est impossible. Clairement tu pas. pourras. Et puis, si, mettons, je prends un exemple de Kathleen qui, elle, a toujours fait du service et elle est arrivée là, puis maintenant, tous les jours, c'est elle qui fait le pain. Fait que, tu sais. Ah ouais. Puis elle est rendue boulangère tout d'un coup, là. Entre guillemets. Entre guillemets, même moi, je me dirais pas boulanger non plus, mais ce que je veux dire, c'est que l'important, c'est toi, c'est ce que tu es capable d'apporter et comment tu es prête à persévérer pour arriver à faire quelque chose. Et puis, c'est un exemple même de Kathleen qui n'a jamais fait de pain et puis qui le fait au Harvey tous les jours. Donc, c'est pas tous les gens qui sont capables, ça prend un certain caractère. Puis dans l'équipe, écoute, il y a un super équilibre, puis on s'entend tous super bien. De toute façon, comme je te dis, on arrive en même temps, on part en même temps, on est comme une famille. Et puis, c'est l'équilibre des gens. Là. Ça prend des humains différents qui se complètent et qui sont capables d'échanger, de se faire avancer ensemble. Tantôt, tu as parlé t'as subtilement parlé de vin. Puis moi j'adore le vin. Je suis un amateur de vin. Comment est-ce que vous gérez une carte de vin? Parce que veut pas, il y a des tendances, un peu comme dans la bouffe. En ce moment, le vin orange, les vins en biodynamie et tout. Là, tout le monde veut ça, puis c'est la grosse affaire. Est-ce que vous osez risquer en termes de vin puis faire non, essaye pas un vin orange, puis essaye tel vin, on a commandé ça, ou vous êtes pro, on est dans le moment, puis on essaye ces vins-là, puis go, là, le vin orange, vin biodynamie. Là. Moi, là, je suis vraiment pas suiveux là, dans la vie. Là. Ah ouais? OK. Non, mais tu sais, je veux dire, pour moi, que ce soit un vin orange, un vin nature, un vin qu'on va dire où il y a des sulfites, ou pour moi, là, quand c'est bon, c'est bon. Il n'y a pas, je veux dire, il y a des vins oranges, là, c'est dégueulasse, là, ça servirait à nettoyer les casseroles, là, on va se le dire, là. Mais, tu sais, il y a des vins nature où c'est mal fait, ça pue, c'est pas bon, tu sais. Après, si t'aimes ça, ben, tant mieux pour toi, là. Mais, tu sais, moi, j'aime pas ça, servir quelque chose que j'aime pas à mes clients. C'est pas vrai, là, que je vais servir quelque chose que j'aime pas à mes clients. Fait que... c'est pas authentique. C'est pas authentique à vous, là, à toi. Là. Servir un vin que t'aimes pas, c'est pas authentique. Là. Ben, tu sais, ça n'a pas de sens. Ça fait pas de sens. Mais oui, il y a une forte demande des vins oranges. Puis écoute, les vins oranges, là, c'est vieux comme le monde. On en a sur la carte. Des fois, on en a plus, des fois, on en a moins. Des vins nature, on en a.
On n'a pas une très grande carte parce qu'on n'a pas de place pour en mettre beaucoup. Nous, notre emphase, elle est sur les accords. Accords mai et vin, c'est là-dessus qu'on se focalise. Et puis notre roulement, il va autour de ça. Mais après, je veux dire, on ne va pas se mettre une barrière à dire, OK, on va mettre cette fois juste des vins nature à la carte. C'est pas ça qu'on se dit, c'est pas ça notre objectif. Parce que, entre autres, il y a aussi des gens qui n'aiment pas ça. Puis on ne se met pas de barrière, nous autres, dans la cuisine. Puis on ne se met pas de barrière, nous autres, dans notre métier. T'sais. On n'a pas de barrière. Il n'y en a pas dans la cuisine, pourquoi on en mettrait dans le vin? Fait qu'on n'en met pas non plus. Ben non, on en faut. Puis, tu sais, écoute, des fois, il y a un peu du pétage de brou dans le vin aussi. Clairement. Clairement. Commencer à aller faire la file pendant 4 heures pour avoir une bouteille de telle affaire. C'est correct, là, mais à un moment donné, moi, je trouve que c'est un peu démesuré. Clairement. Je suis très d'accord avec ça. Il y a des vins à 10$ aussi bons que des vins à 100$, puis c'est pas parce que tu fais 4 heures une file que c'est nécessairement meilleur. C'est le hype des fois là, autour de ça. Là. Totalement. Puis, le hype, nous aussi, hein, on nous a placé meilleur nouveau restaurant au Canada, puis un hype autour de ça. Là. Avant ça, on était le Harvey aussi. Là. Clairement. Puis, justement, comment on gère ça, être meilleur restaurant au Canada? Ça doit être... C'est une belle badge d'honneur, mais ça vient-tu avec des responsabilités? Bon, ça se prend bien, je te le dis. Ça se prend bien, hein? Ça se prend bien. Ça fait du bien à l'entreprise aussi, parce que c'est pas tous les jours facile le métier de restauration. Puis je l'adore, mais ça prend surtout des clients pour que ton restaurant y roule. Et écoute, ça vient avec des responsabilités. Quand tu es restaurateur, tu as toujours des responsabilités, encore une fois, des responsabilités de faire bien tous les soirs, pas en faire plus que tu es capable d'en faire, ça c'est sûr. Tu es clairement attendu au tournant plus que tu l'étais. Mais en même temps, c'est toujours plus facile, un restaurant plein qu'à moitié vide. Hein, fait que, totalement. Tout est plus facile. Tout est plus facile quand tu es dans cette position-là. Ça aide à négocier des affaires de plus, j'imagine. Oui, j'imagine que oui. Non, mais tu sais, la position, c'est triste un peu dans un sens, mais moi, ça m'attriste personnellement parce que on dirait qu'on est passé en position de force sur plein de choses. Alors que moi, Julien Mazia, le Harvey, l'équipe, on est les mêmes qu'avant. Sauf que, tu sais, une journée après, là, d'un coup, je t'intéresse. La vie est comme ça. La vie est comme Totalement. Ça, c'est clair. Je comprends. Mais en même temps, si, mettons, il y a 2 mois, je t'ai demandé de travailler avec toi, puis tu ne voulais pas, là, maintenant, tu veux. C'est un peu... mais ça reste à jamais, je le sais. C'est fou, hein? C'est fou comment l'humain est fait comme ça. Hein? On prend ce qui est bon, puis on essaie de voir, de découvrir, puis là, tout d'un coup, on vit avec le hype, mais l'humain est fait comme ça. Je pense que c'est inévitable. Je pense que le Batuto ont vécu la même chose en 2017. Ça a dû être la même chose. Là, tranquillement, là, c'est vous qui ont repris le flambeau. Éventuellement, ça va être un autre restaurant qui va avoir le hype et Mais tu sais, ce qui est le fun, c'est que votre badge est toujours là, puis c'est un très bel honneur. Là. Ah, vraiment? C'est un très bel honneur. C'est glorifiant pour tout le travail de l'équipe. Puis, écoute, on reconnaît ça. Il n'y a rien qui nous a tombé de plus beau là, qu'être dans ce palmarès-là. Hein. C'est 500 réservations le lendemain. Ouf. Le lendemain matin. Ouais. Tu as dû faire un saut quand tu... pas un saut, tu le savais, c'est sûr que tu le savais. Mais là, tu as dû dire, OK, là, gang, on a une grosse journée devant nous. Faut, en fait, une grosse année. Mais ce qui m'intéresse encore plus, c'est que ça faisait quoi? À peu près 1 an que le resto était ouvert. Puis là, bang, déjà, sacré meilleur restaurant au Canada. Après 1 an, tu t'attendais-tu à ce que ça soit aussi rapide ou tu t'aurais espéré, en fait,
comment je pourrais m'exprimer? C'est difficile à demander. Est-ce que tu t'attendais à ce que ça soit après 1 an ou tu le savais? Hey, je ne sais pas comment le dire. Non, mais en fait, regarde, je vais t'aider pour ta question. Vas-y. C'est parce que de toute façon, ça peut être qu'après 1 an. Parce que ce Ah titre-là, ouais? c'est meilleur nouveau restaurant. Fait que, on a entendu beaucoup de choses. Hein. Des fois, il y a des gens qui rentraient, hey, vous êtes le meilleur restaurant au monde. Calmez-vous, calmez-vous. Là. On est à Limoilou, là. On est le meilleur nouveau restaurant. Fait qu'en fait, le magazine En Route, c'est chaque Mhm. année, il décerne un meilleur nouveau restaurant au Canada. On ne va pas s'enlever le mérite non plus. Il y en a quand Pas même du des tout. restaurants. Et puis cette année-là, surtout, il y avait des très gros noms dans les restos. Mais je dirais que si on s'y attendait, non, peut-être pas aussi loin que ça. Par Mhm. contre, d'y être, c'était-tu un objectif? Pas vraiment, mais il fallait y être. Il fallait y être dans le top 10. C'était vital. Il fallait y être, c'est sûr. Après, tu sais vite les choses. Hein. La dame est venue à l'inconnu. Après 2 semaines, on a eu un appel. On nous a dit OK, vous êtes dans telle classification, vous dites rien, puis après, tu sais tout ce qui va se passer à peu près. Mais par contre, OK. tu sais pas que tu es premier. Hein. Tu le sais pas. Là. Mhm. Tu le sais juste à la fin, là, quand tu montes sur le podium. Là. Mais c'est Mais tu comment le c'est. savais que tu étais top 3 parce que si je ne me trompe pas, tu avais eu une équipe qui était venue, puis là, ils ont filmé dans le restaurant, puis là, tu es comme su, OK, là, clairement, je suis dans le top 3, mais tu ne savais pas quelle position que tu avais, c'est ça, hein? Exactement, tu le sais parce que, en fait, si tu regardes un peu les autres restos des années précédentes, Mhm. les seules fois où ils viennent filmer, c'est dans les 3 meilleurs restos. Donc, déjà en partant, s'ils viennent filmer, puis attention, hein, c'est le gros équipement quand ils viennent filmer. Là, Ah ouais, hein? c'est vraiment malade. Là. Moi, j'avais jamais vraiment vécu ça. C'est équipe de 5 personnes. Tu as le droit à tous les jeux. Là. Tu peux partir n'importe où. On est parti dans Charlevoix voir Marc Bérubé, notre producteur de légumes. Mhm. Tu sais, ils restent toute la journée. Ils font des beauty shots de fou. Là. C'est vraiment... C'est une équipe de professionnels qui savent travailler, qui ont vraiment une idée en arrière. Et puis aussi, ils t'écoutent parce qu'ils veulent faire ressortir l'entreprise. Là. Clairement. Le vidéo, si les gens veulent aller le voir là, sur la page du Harvey, là, est juste incroyable. C'est magnifique. Là. Moi, je trouve vraiment c'était une belle expérience aussi faire ce vidéo-là avec tout le monde. Là, c'était génial. C'est génial, génial. Maintenant que le resto Harvey est sacré meilleur nouveau restaurant au Canada, c'est quoi vos objectifs dans les prochaines années? Comment est-ce que vous voyez dans les prochaines années? Tout le monde demande ce qu'on va faire après. Et Mhm. puis, je dirais que pour l'instant, on profite encore de ce qui se passe. On stabilise aussi notre avenir financier aussi, je te dirais, parce que c'était des investissements importants. Et l'objectif, c'est continuer à avoir autant de clients, puis faire qu'est-ce qu'on fait, avancer aussi, évoluer, être meilleur dans notre offre. Mais tu sais, on n'a pas encore, je dirais, vraiment d'objectif d'arriver. Je ne sais pas, je ne me suis pas fixé d'objectif. En plus, avec ce qui se passe, là, on va être clair ensemble que Mhm. l'objectif, c'est passer la crise, puis ça nous a mis un petit peu un coup de frein, là, un autre Ouais, élan. un coup de pelle dans la face, là. Ouais, quand même, c'est un peu plate, mais C'est vraiment chiant, là. au moins, on avait eu ça avant. Fait que, on peut voir les choses plus facilement. Ça aurait été il y a 8 mois. Aujourd'hui, on n'aurait peut-être pas la même conversation parce que je te dirais qu'on n'aurait pas toffé pendant 2 mois comme ça. Mais, Ah ouais. mais des objectifs, c'est simplement de peaufiner les choses au jour le jour. Et on n'a pas eu encore le temps de s'asseoir et dire, OK, on va changer vraiment quelque chose. Notre formule, elle fonctionne, on l'aime. Les gens qui y travaillent aiment ce qu'on fait et le font évoluer chaque jour. Donc, pour l'instant, c'est bien. Ça va faire 2 ans le 1er juin. Donc, on a le temps de voir si on doit faire d'autres choses. Je vais vous souhaiter le plus beau des succès pour ce qui est de l'avenir du Harvey. Vous avez clairement
un avenir prometteur, puis vous êtes un restaurant extraordinaire, bouffe extraordinaire, gens extraordinaires. Merci encore d'avoir accepté de parler avec moi et en te souhaitant le meilleur pour l'avenir. Merci Simon-Pierre, c'était le fun. Ben, tant mieux si tu as apprécié. Écoute, moi j'ai apprécié, j'ai appris, puis je vais aller vous revoir, ça c'est sûr et certain. Yes, merci beaucoup. Prends soin de toi, mon Julien. Salut. Bye bye.